Slušajte internet radio Snaga naroda. Radio koji smo najduže čekali. snaganaroda.rs. Bonjour, vous écoutez Radio Snaga Naroda, Radio Force du Peuple, l'émission d'Yves Bataille, Paris, Belgrade, Moscou. Chaque semaine, chaque mardi à 18h, nous faisons un tour d'horizon de la situation, des événements importants. Nous évoquons les événements importants de la semaine. Et cette semaine, évidemment, on parlera des élections en Ukraine, des élections dans l'ex-Ukraine, des élections à Kiev et alentours, et des élections européennes, en particulier en France, et puis d'un certain nombre d'autres faits. J'aurai encore, cette fois, avec moi, le professeur Mila Leshkovitch, professeur docteur en philosophie, psychologie, et qui interviendra. Elle parle français, elle connaît la France, et évidemment la Serbie, puisqu'elle est serbe. En fait, elle est franco-serbe. D'où vient ce bruit? Il y a un bruit qui ne va pas. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ordinateur? Hein? Il y a un truc qui va pas, il faut fermer quelque chose. Bon, il y avait un brouillage et on espère avoir résolu la question. Alors, j'en étais aux élections en ex-Ukraine, dans l'entité kievite, qui a vu le succès d'un nommé Poroshenko. Poroshenko, un oligarque qui a été donné gagnant dès qu'il a annoncé sa candidature, au milieu d'une vingtaine de candidats. D'ailleurs, il y avait une ribambelle de candidats. Alors, cette élection n'a pas un grand intérêt parce que s'il ne s'était pas agi de l'oligarque Poroshenko, on aurait eu droit à un autre oligarque. Simplement, le profil de cet individu, on l'appelle le roi du chocolat, parce qu'il dirige une entreprise de chocolat et de friandises, Rochen, le groupe Rochen. Mais il est oligarque, donc il ne fabrique pas que du chocolat. Il a une entreprise de montage d'automobiles, d'autobus, un chantier naval, une chaîne de télévision, Canal 5, et un journal, Correspondent. Son profil politique importe peu. Il a commencé dans la social-démocratie et a présidé la commission des finances et des banques. Il a été entre 2009 et 2010 ministre des Affaires étrangères, après la Révolution orange. Il est pro-OTAN, évidemment, ça n'étonnera personne.
Et en mars 2010, l'ex-président déchu, Viktor Yanukovych, lui a enlevé le poste de ministre. Il faut signaler que les deux candidats des mouvements dont on a beaucoup parlé, le mouvement Svoboda et Pravi Sector, les nervis de Euromaïdan et de la garde nationale, ont fait des chiffres incroyablement bas, de l'ordre de 1,1% pour Tiyanouk, le représentant de Svoboda, et de 0,6% pour Dimitri Yarosh. Donc ces gens, ça correspond à ce que l'on pensait, ces gens ne représentent rien. Ils ont été utilisés comme main-d'œuvre, comme bras armés du grand capital, bras armés des oligarques, pour faire une fausse révolution et pour mettre au pouvoir un oligarque. Bravo, bravo la révolution. S'il te plaît, Mila, ferme la porte. Élection en Ukraine sur fond de combat et d'aggravation de la situation. Dans le Donbass, depuis 2-3 jours, les combats continuent, s'intensifient, et il y a de nombreuses victimes dans la population civile et au sein de la milice du peuple. Que cherche le pouvoir en place, le nouveau régime qui est aussi l'ancien régime? Tout ça, c'est un jeu de chaises musicales. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à entraîner une intervention de la Russie pour pouvoir justifier d'une intervention de l'OTAN. Ou pense-t-il qu'il va pouvoir réduire la rébellion du Donbass et anéantir la République de Donetsk, la République populaire de Donetsk? S'il pense ça, il se trompe. Très certainement, car les résistants de la milice du Donbass ont quand même des moyens et un savoir-faire. Et puis ils sont motivés. Ils défendent leur territoire et leur idée. Alors qu'en face, on a une armée ukrainienne qui n'est pas motivée, des nervis fous qui veulent tuer, et de gros moyens. On peut être surpris des moyens dont dispose la junte, Poroshenko, la junte, tout ça c'est la même chose, de Kiev, car ça coûte cher, les hélicoptères et les avions, sans parler du matériel, des munitions, et puis l'intendance pour nourrir des soldats et les gens de la garde nationale. Donc il y a forcément quelqu'un qui paie. Ce quelqu'un, on peut penser qu'il s'agit des États-Unis, en premier. J'en viens maintenant aux élections en France. C'était le même jour, le 25 mai, et les élections en France et les élections dans les pays de l'Union européenne, on a vu le résultat avec le succès, pour ne pas dire le triomphe à ces élections, du Front National, avec plus de 25% des voix. Front National qui a devancé l'UMP de Sarkozy-Copé et Fillon, et qui a laissé loin derrière le Parti socialiste, avec moins de 14% des voix, 13,9. Ensuite, nous avons l'UDI. Alors, l'UDI, c'est la démocratie chrétienne, elle a changé de nom. L'UDI lié au MoDem,
de M. Bayrou. Alors tous ces gens changent de nom, d'appellation tous les 2 ou 3 ans. Ce sont des émanations de l'ancienne démocratie chrétienne. Et puis les Verts, qui, paraît-il, sont satisfaits de leurs résultats avec 8,9%. Et le Front de gauche, qui n'a que 6,34% et qui essuie un échec. Ce sont des élections pour le Parlement européen de Strasbourg, à ne pas confondre avec le Conseil européen de Bruxelles, la Commission européenne de Bruxelles et le Conseil de l'Union européenne de Bruxelles. Mais enfin, ça fait partie du même ensemble. On aura donc au Parlement de Strasbourg 273 élus du centre et de la droite, PPE, il s'appelle, 195 socialistes européens, 121, on les appelle eurosceptiques, populistes, extrême droite, 83 alliances des démocrates et des libéraux, 58 écologistes verts, les verts de Cohn-Bendit et compagnie, bien qu'ils ne soient plus prétendant à quelque chose dans ce milieu, et puis la gauche dite unitaire, qui ne l'est pas, et qui est composée des débris de l'extrême gauche. À signaler qu'en France, l'extrême gauche ou l'ultra-gauche a fait d'exécrables résultats. Monsieur Besancenot, du nouveau parti anticapitaliste, trotskiste, n'est même pas arrivé à 1%. Donc, nous avons un Front National à plus de 25%, avec élus 25 députés. Évidemment, ça a été une surprise que pour ceux qui ont voulu se faire surprendre, mais pour ceux qui observaient un petit peu la politique française, ça n'a pas été une surprise. Il y a eu déjà les élections municipales où on avait vu le Front National gagner une douzaine de villes, et même une quinzaine si on additionne avec des groupes périphériques. Alors les déclarations sont à la hauteur de la classe politique française, c'est-à-dire fantastique, fantasmatique, ésotérique, idiote. Et les ténors, ils sont allés de leur déclaration, de leur analyse. Je prends au hasard Pierre Moscovici, Parti socialiste. Maintenant, il faut réconcilier les Français avec l'Europe en la réorientant vers la croissance et l'emploi. Passons à l'offensive. Dit l'individu. On ne voit pas quelle offensive il va pouvoir mener. Comment il va mobiliser le peuple avec l'idée de croissance. Le peuple s'en fout de la croissance, c'est un langage de technocrates, d'économistes, et tout indique que le peuple, qu'il soit français ou autre, en a marre des politiciens, de ces politiciens qui sortent des phrases creuses. On a eu des déclarations d'individus qui ont reconnu leur défaite. Le socialiste Édouard Martin a parlé d'une déculottée sans nom. C'était la tête de liste du Parti socialiste en l'Est de la France. Et puis d'autres qui continuent leur blabla, qui n'est plus pris en compte. SOS Racisme, par la voix d'Harlem Désir, s'inquiète particulièrement de la faible mobilisation de la jeunesse qui a déserté les bureaux de vote. Bon,
Alors il faudrait savoir de quelle jeunesse il parle. Mais en général, la jeunesse participe peu. Toujours est-il que c'est valable pour tous les partis, comme l'abstention. On a dit il y a beaucoup d'abstention, mais l'abstention, elle touche tous les partis. Il y a eu 42% de votants. Et donc, les jeunes ont moins voté que d'autres. Mais parmi les jeunes qui ont voté, il y a une majorité de jeunes qui a voté pour le Front National. Même chose pour les ouvriers. Éric Woerth, de l'UMP, c'est un ancien bonhomme qui a eu quelques problèmes, qui était trésorier, qui était au ministère du Budget de Sarkozy. On a besoin de transparence et de clarté. Ça, c'est sûr. Et puis, la transparence et la clarté, c'est pas l'UMP. Et c'est pas non plus le Parti socialiste. On est là dans la langue de coton. Les mots creux. Et ce sont ces mots creux que les gens en ont assez d'entendre. L'Élysée. Alors l'Élysée, c'est censé être Hollande, le président de la France. Et un événement majeur. Langue de coton. Une expression qui ne correspond pas au rôle de la France, à son image, à son ambition. Alors, le rôle de la France, il n'est pas représenté par la politique de M. Hollande. L'image de la France, Hollande, donne une très mauvaise image de la France. Quant à l'ambition, on peut se demander quelle est l'ambition de cet homme sans qualité, comme disait l'écrivain, l'auteur Musil. Et vraiment, le problème, c'est lui, ce sont ses acolytes, ses collaborateurs. C'est aujourd'hui le Parti socialiste et les Verts qui sont dans la coalition gouvernementale, et non le Front National. Quoi qu'on pense du Front National. Mila, est-ce que tu as quelque chose à dire sur les élections ? Le casque, mais le casque. Non, ça va. Bonjour à tous, à nos amis aux quatre coins du monde. Eh bien, sur les élections en France, oui. En Europe, en France. Nous, on est ici, comme on l'a dit la dernière fois, pour s'unir avec tous les combattants à travers le monde, avec tous les antiglobalistes et les nationaux. Et donc, pour commencer, je ne peux dire qu'exprimer ma joie. Je suis bien heureuse de voir que la situation en Europe évolue. C'est le moins que l'on puisse dire. Bon, on va continuer après. J'espère qu'on pourra parler un petit peu des causes et des raisons de tout cela, surtout des causes de ce grand changement qui commence. À mon avis, c'est un petit début. Mais pour nous, ici, en Serbie, oui. Évidemment, en Serbie, c'est un grand commencement. Donc, c'est un réveil de nos frères et de nos sœurs en Europe. Oui, alors, on parlait de la France, parce que les 25%, c'est en France, c'est avec le Front National. Et c'est la France. La France, c'est le pays qui a fait l'histoire de l'Europe. Donc ça doit commencer en France, évidemment. Oui. Ça va réveiller tout le monde. Mais tout commence et tout finit en France, concernant l'Europe occidentale, entre guillemets. Oui, ça me fait penser à la phrase d'un Chinois, d'un général chinois qui disait « Tout a commencé en Yougoslavie », il parlait de la guerre, « et tout finira en Chine ». Alors peut-être, ça me fait penser à ça. N'exagérons pas. D'abord, ces élections ne conduisent pas une nouvelle équipe au pouvoir, mais conduisent des gens au Parlement européen. Le Parlement européen, c'est pas la direction de la France. Mais c'est significatif parce qu'il y aura d'autres élections et que, notamment en 2017, dans pas longtemps, dans 3 ans,
et ça pourrait permettre un changement. Alors, tu as parlé de l'Europe, mais les résultats des différents partis alternatifs qui se situent en dehors du système ou en même temps dans le système et en dehors du système, les résultats sont très différents. On a voulu ranger le Front National. Alors, je dirais ce que je pense ensuite du Front National et dans son évolution. Mais on a voulu mettre dans le même sac le Front National, l'UKIP, là, les eurosceptiques britanniques, et d'autres mouvements comme le Jobbik en Hongrie, l'Aube dorée en Grèce, et en Italie, le mouvement 5 étoiles. Tout ça est très différent. Pour revenir à la France, le Front National est un mouvement qui ne faisait pas grand-chose il y a quelques années en arrière, il y a une trentaine d'années, parce c'est un mouvement qui n'est pas né hier, et c'était la suite du mouvement pour l'Algérie française en quelque sorte, pour un mouvement situant sa démarche dans le cadre de la décolonisation mal reçue par un certain nombre de Français, dont j'étais d'ailleurs, parce que moi je suis un Français d'Algérie, je le signale au passage. Et donc le Front National a été créé à une certaine époque, en 1972, je crois, a fédéré un certain nombre de petits groupes marginaux et a fait pendant des années de très mauvais résultats. La ligne était une ligne droitière, anticommuniste, qui même soutenait les Américains au Vietnam. Enfin, c'était les résidus de tout ça. Et puis, il y a eu progressivement un changement. Et aujourd'hui, il faut noter, Le Pen, toujours là, mais il ne dirige plus le Front National, c'est sa fille. On parle aussi d'une autre Le Pen qui a été élue d'ailleurs à la Chambre des députés française. Et nous avons aujourd'hui une tête de liste qui s'appelle Amérique Choprade, et qui a la particularité d'être un type cultivé, un géopolitologue, auteur de plusieurs livres. On en a d'ailleurs dédicacé un il y a quelques années parce qu'il soutenait la Serbie, et qui est partisan, qui est bien en cours à Moscou, et qui a été reçu à la Douma de Moscou, et qui soutient la Russie. Alors, c'est intéressant parce que ça réfute totalement les arguments qui n'en sont pas de ceux qui prétendent que le Front National, c'est Svoboda en Ukraine. Ça n'a absolument rien à voir. C'est vrai que Le Pen a rencontré pas mal de gens dans le passé. Il a même rencontré le Turc Erdogan. Mais ça faisait partie de ses visites. Et puis, de toute façon, je n'ai pas à m'étendre là-dessus. On va voir ce que Aymeric Choprade peut faire. En tout cas, on doit reconnaître que dans l'affaire ukrainienne, le Front National a pris la bonne position, et qu'il est le seul parti important en France à soutenir la révolution du Donbass. Il faut le noter. Parmi les diatribes contre le succès du Front National aux dernières élections, alors j'en distingue deux. Il y en a sans doute d'autres, mais celle d'un type qui n'est pas très connu, dénommé Brustier, alors, qui a qualifié le Front National de grande déchetterie dans le Figaro, le journal du grand capital. Il y a aussi Libération, son aile gauche, entre guillemets.
Alors, et ce type reprend l'argument qu'on trouve, seulement 42% des électeurs sont allés aux urnes. Les pauvres couillons, 42% des électeurs, c'est valable pour les autres aussi, c'est valable pour l'UMP, c'est valable pour le Parti socialiste, le parti même anti-socialiste, c'est valable pour les gens de Bayrou, c'est valable pour tout le monde. Alors, cet individu qui se dit politicologue constate que l'idéologie du déclin, l'idéologie de la crise domine tout et que la gauche ne parvient pas à s'en dégager. Bon, c'est sûr, elle s'en dégage pas. Mais enfin, l'idéologie du déclin, l'idéologie de la crise, elle est portée par cette gauche, enfin cette gauche, vraie gauche ou fausse gauche, cette gauche américaine qui est au pouvoir en France. En 30 ans, poursuit le bonhomme, les partis sociodémocrates d'Europe occidentale ont perdu 20% de leur masse électorale. Ils s'en détonnent. Mais ces gens, ils sont bien allés quelque part. Et en France, ils sont allés au Front National. Il prend l'exemple de l'Italie. Et encense Matteo Renzi, partisan d'une refondation de la gauche. Alors, en Italie, depuis le temps qu'ils refondent la gauche, on se demande ce que ça signifie. Simplement, la refondation de la gauche, en Italie comme ailleurs, c'est la gauche américaine. Ça ne veut rien dire. Le Front National est la grande déchetterie des espérances légitimement déçues, du déclassement, du délitement, d'une forme de lien social. Alors là, on est dans le jargon, le délitement d'une forme de lien social. Allez dire ça au peuple et il votera immédiatement pour le Front National. Cet individu est quand même lié au cercle Jean Jaurès. Et le cercle Jean Jaurès, c'est le grand think tank. Il y en a un autre, c'est Terra Nova. Grand think tank de la gauche social-démocrate, du Parti socialiste. Eh bien, ce think tank, Jean Jaurès, est étroitement lié à National Endowment for Democracy, qui a été créé par la CIA et qui est chargé de répartir des sommes dans le cadre des organisations non gouvernementales qui soutiennent les révolutions oranges ici ou là. Voilà ce que c'est que cette gauche française. Alors, si elle est vraiment en train de se noyer, on n'ira pas lui donner une bouée de sauvetage. Mila, tu as quelque chose à dire là-dessus ? Alors, ce qui est absolument important à souligner, c'est que c'est la corruption qui domine. Et il faut saluer le réveil du peuple français et des peuples d'Europe qui voudraient apparemment, aujourd'hui c'est clair, se débarrasser de cette caste oligarchique européenne qui règne par la corruption. Pour moi, c'est très important de souligner ça parce que dans les pays ex-communistes, là on parle de la Serbie, mais on parle de tous les pays qui sont sous la contrainte et sous le conditionnement, comme on dit, comme des classes politiques incultes dans ces pays-là l'expliquent. Souvent d'anciens communistes qui sont devenus ultralibéraux. De l'Union européenne, voilà, c'est le moyen, enfin pas le moyen, mais la méthode du règne, c'est la corruption. C'est la corruption. Les élites, comme on dit, européennes, corrompues jusqu'au bout, qui n'ont plus rien à voir avec des peuples, surtout avec le peuple français. Ils ont détruit l'agriculture en France, on sait très bien où ça mène tout ça. Donc les peuples commencent à se réveiller et commencent à comme l'a dit d'ailleurs Marine Le Pen, ce qui est très important, c'est ce réveil contre les commissaires, contre les fonctionnaires et les commissaires qui ne sont pas passés par le suffrage universel, qui ne sont pas élus, qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui ne sont pas en contact avec les peuples, qui sont complètement une oligarchie cosmopolite détachée des peuples. Et là, la résurrection a commencé. Finalement, peu importe, la gauche, la droite, on en a vu pas mal en Europe, tout ça, c'est un faux clivage, comme tu dis souvent. Pas seulement faux clivage, mais ce sont des choses qui sont... C'est la topologie. Quelle différence y a-t-il entre la droite de l'UMP et la gauche du Parti socialiste ? Quelle différence y a-t-il entre un Copé
et un Fabius. Mais ce que souvent les gens dans les ex-pays de l'Est ne comprennent pas, c'est justement ce relativisme. Ça ne veut plus rien dire. Il faut parler d'un centre national, il faut parler des référendums, de la démocratie qui revient, la démocratie à l'ancienne, et du réveil des peuples. Oui, parce que le nouveau clivage... Contre cette corruption. Le nouveau clivage, c'est le globalisme ou le mondialisme face à l'indépendantisme, face à la souveraineté ou au souverainisme, face à l'État national et populaire. La prise de décision par des aréopages anonymes du haut des buildings entre deux avions, ça, les gens en ont marre et commencent à se rebeller. On va voir la suite. Je poursuis sur l'orientation. Pardonne-moi, je voudrais juste ajouter que finalement c'est un système américain, américaniste, comme Philippe Grasset le dit très bien dans ses livres, parce qu'en effet c'est Alexander Hamilton aux États-Unis qui fera inaugurer la corruption au plus haut piédestal politique. Et en la considérant comme nécessaire et inévitable. Lis un passage d'un de ses livres. De mon livre en tout cas. C'est pas le livre c'est le mien. Oui. Bon, peu importe parce que c'est plus, je suis plus rapide comme ça. D'accord. La corruption au plus haut niveau, donc, en la considérant comme nécessaire et inévitable au début d'une vie libérale et démocratique. Donc, ça a été levé au niveau des institutions aux États-Unis. Et ce modèle américaniste, c'est exactement l'Union européenne, corrompue jusqu'au bout, imitée dans tous les pays ex-communistes. Et ça, c'est un désastre. C'est une classe collaborationniste qui, pour défendre son argenterie, s'est mis au service de l'américanisme et du globalisme. Ça marche ensemble. Des anglo-saxons, si l'on veut. Alors, la corruption jugée déjà par Dante Alighieri, même par Niccolò Machiavelli, on sait très bien ce que c'est la corruption, mais là, c'est le moyen, c'est la méthode, c'est la technique de l'Union européenne de Bruxelles d'aujourd'hui. Comment ça s'est passé après la fin du mur de Berlin et l'implosion de l'Union soviétique? Les gens de Soros, entre autres, il n'y avait pas que, sont allés un peu partout proposer des bakchiches, proposer aux politiciens qui étaient tous d'ailleurs des communistes, même s'ils n'y croyaient pas, ils sont allés leur proposer de se mettre à leur service. Et on a vu ça partout. On a vu ça aussi ici en Yougoslavie, en Serbie. Et on a vu un tas de communistes qui, du jour au lendemain, devenaient ultralibéraux. Et écoutez, dans tous les révolutions oranges, entre guillemets, dans toutes les révolutions oranges, on n'a vu que ça. C'était toujours des candidats. Oui, mais il n'y a pas eu de révolution orange en Serbie. Même si nous avons eu la mouture des révolutions oranges avec le groupe Otpor, qui est un groupe totalement qui a été fabriqué contre Slobodan Milošević. Mais comment la guerre yougoslave a commencé? Les Américains sont allés, en 1990, voir Slobodan Milošević et lui ont proposé de se mettre à leur service, moyennant l'ouverture de l'espace yougoslave à leurs produits et à leur libre-échangisme. Et Milošević a eu le tort de dire non. C'est ça la vraie raison de la guerre yougoslave. Alors ils ont décidé de faire éclater la Yougoslavie et d'attaquer le môle de résistance qui était mentalement slave orthodoxe et proche de la Russie, la Serbie. On a inventé et fabriqué des tas de scénarios pour fustiger la Serbie et les Serbes et criminaliser collectivement le peuple serbe. Alors, je voudrais dire que on peut nous poser des questions. On parle un peu comme cela, ça part dans tous les sens, mais tout cela est lié. Et les élections européennes
comme les élections en Ukraine, les élections dans une partie de l'Ukraine, parce que le Donbass n'a pas voté, ça fait partie des grands mouvements qui agitent le continent européen et notre grand continent euro-asiatique, de Vladivostok à Dublin et même jusqu'à Montréal, et ça fait partie de l'histoire en cours. Je voudrais dire qu'on peut poser des questions sur Skype à snaga.naroda, donc snaga, S-N-A-G-A, .naroda, N-A-R-O-D-A, à partir de maintenant, et peut-être que on va passer la musique. Ensuite, nous parlerons de ce chant, Les Partisans. Les partisans, bon.
Si tu ne m'appelles pas. Bien, alors je vois une question qui vient de France, de Eric Deltaca. Ça fait plusieurs questions qu'il pose. Existe-t-il une structure eurasiste sur le territoire français pour participer concrètement à ton combat, Yves? Oui, c'est mon combat, mais c'est notre combat, c'est pas un combat individuel. Et donc je réponds, Eric peut se mettre en contact avec le groupe qui a une page Facebook, Unité Continentale. Voilà, il peut se mettre en contact. Autre question. Dragan Janketic. Oh, est-ce qu'il est là? Je le rappelle, mais c'est pas sûr qu'il soit là. C'est pas grave, il rappellera. Ouais, bon. D'accord. Ah non, voilà. Oui, bonjour. Il ne voit pas là. Dragan, tu nous entends? On le voit, mais apparemment, il ne nous voit pas. Continue. Ouais. Bon. On a parlé du Front National. Tous les gens qui ont voté pour le Front National ne sont pas membres du Front National. C'est difficile de savoir qui a soutenu dans cette élection le Front National, mais il y a des gens venus de partout. Et quel que soit le mouvement, Front National ou autre, il semble que la ligne de force en France et en Europe doivent être la suivante, à partir de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Alliance avec la Russie, c'est fondamental parce que qui peut aujourd'hui faire front à l'américanisme, au globalisme et à leur dictature libérale et capitaliste, c'est la Russie. Pour la France, maintenir de bonnes relations avec l'Allemagne, c'était ce que je voulais le général de Gaulle quand on parlait de couple franco-allemand. Bonnes relations pour la stabilité de l'Europe. Un soutien actif à la Serbie, parce que s'il y avait vraiment un pays en Europe qui est francophile, j'allais dire, il n'est pas francophile à partir de ses dirigeants. Ses dirigeants ne sont pas représentatifs. Ils ont été collés à la nation serbe. Ils ont été imposés. Ils ont été achetés. Je signale d'ailleurs, puisqu'on parlait d'élections, que aux dernières élections qui se sont tenues il y a 3 mois en Serbie, le parti américain l'a emporté et qu'il n'y a plus du tout d'opposition. Même l'opposition de Sa Majesté a disparu. Même l'opposition de M. Kostunica. Il n'a pas réussi à passer la barre des 5%. Kostunica, c'est l'homme qui avait été utilisé lors de la mise à l'écart de Milosevic pour la transition. Il était, c'est vrai, il faut le reconnaître, il est toujours contre l'OTAN, mais enfin, c'est quand même sous son règne que l'OTAN a installé un bureau à Belgrade. C'est quand même sous son mandat que le Monténégro a été détaché de la Serbie, etc. Je poursuis. Le soutien actif du point de vue français au Québec, et ça c'est encore une vue gaullienne, qui commence à être prise en compte dans les milieux nationalistes populaires en France. C'est un intérêt qui n'existait pas. C'est une
une idée qui n'existait pas il y a quelques années en arrière, parce que De Gaulle avait sorti ça, et tous ces pseudo-nationaux, nationalistes qui provenaient des périodes troublées de la décolonisation étaient contre, parce que c'est De Gaulle qui en parlait. Alors aujourd'hui, il semble que Front National, on ait intégré certaines conceptions du gaullisme, certaines conceptions gaulliennes, et il faut s'en réjouir. Et développer aussi l'idée, à partir de la souveraineté populaire, de la souveraineté d'indépendance nationale, l'idée d'une adhésion au non-alignement. Au non-alignement, parce qu'aujourd'hui, qu'il s'agisse de la France, de l'Italie ou des autres pays d'Europe, il y a un alignement, c'est l'alignement sur les États-Unis, ça passe par l'atlantisme, ça passe par l'OTAN, et ça passe par l'Union européenne de Bruxelles, qui n'est pas européenne, qui est américaine ou anglo-saxonne. Tu veux dire un mot ? En ce qui concerne la Serbie, pour nous, c'est très très important d'être lié à la Russie, parce que sans ça, la Serbie ne peut pas survivre. En tout cas, notre conception de l'Europe, on l'a déjà dit, c'est l'Europe avec la Russie. La Russie est trop grande pour entrer dans une union européenne, même si c'est un empire européen, elle est encore et toujours trop grande. Mais l'Europe avec la Russie, c'est le seul avenir que nous voyons ici, encore une fois, puisque tu as peut-être oublié de dire, quand on parle de la Serbie, il faut toujours mentionner le mouvement Dveri qui représente l'avenir. Nous sommes ici dans la radio Snaga Naroda, la radio Force du Peuple, qui a été créée par Dveri. Nous sommes dans le studio de cette radio. C'est une vraie radio qui passe qui est captable par Internet. Je l'ai dit. Voilà. J'avais oublié, je l'ai dit. Là, quand tu dis que la Russie est trop grosse pour rentrer dans l'Europe, non, la Russie fait partie de l'Europe, fait partie de la grande Europe. Et c'est encore une fois, c'est Jean Thiriard qui disait que l'Ouest, l'appendice ouest européen de l'Europe, ce qu'on appelait l'Europe hier, et ce qui correspond en gros à l'Union européenne aujourd'hui, qui s'arrête à la Roumanie et à la Pologne, et aux Pays-Baltes, cette Europe est le poumon industriel, peut être le poumon industriel du grand continent eurasiatique, et que la Russie donnera à la grande Europe une profondeur territoriale qu'elle n'a pas. Donc les deux, en dehors de ça, la Russie aussi est un pays industriel. Premières, évidemment. Pays industriel. Tout se trouve donc ce bloc continental est absolument vital pour pouvoir résister à l'impérialisme anglo-saxon, à la dictature libérale, aux États-Unis, et pour pouvoir donner l'indépendance à ses membres, une indépendance réelle. Déjà, notre ami, il n'est plus parmi nous, Alexandre Zinoviev, écrivait dans ses livres, décrivait ces instances et ces organismes supranationaux qui n'ont rien à voir avec les États, avec les peuples, qui sont complètement indépendants, qui sont monopolistes, qui sont une forme de dictature. Ce qui est très important, c'est que les peuples d'Europe se détachent de cela. Et pour ceci... C'est pour cela qu'il faut organiser l'attaque de ces institutions transnationales, que ce soit l'Union européenne dans ses différentes structures, mais aussi d'autres organismes. Et saluons de toute façon, la France, puisqu'on a parlé de la Russie, a signé 400 accords avec la Russie qui n'ont rien à voir avec Bruxelles. C'est ça qui est important. L'Allemagne aussi, d'ailleurs. Oui. Voilà l'Europe qui peut survivre et qui peut vivre avec la Russie en se passant de Bruxelles. On entend parfois dire que l'Europe voulue par De Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, c'était l'Europe des nations. Non, De Gaulle parlait de l'Europe des États.
Et il disait d'ailleurs que la France reconnaissait les États et non les régimes. Ça veut dire que quelle que soit l'idéologie, si des pays étaient conformes à l'intérêt national français, eh bien, il était bon d'avoir des relations avec eux. Tout à l'heure, on parlait de la corruption. Et ce sont les États qui gardent les nations au sens politique. Bon, alors les États-nations, alors c'était bien parce que tu m'amènes à parler de certaines conceptions de l'Europe, parce qu'il n'y a pas une conception de l'Europe. Il y a l'Europe, l'Union européenne qui se prétend l'Europe et qui n'est pas l'Europe, et puis il y a des projets. Il y a un projet que je critique, je ne suis pas le seul, c'est ce projet de l'Europe des ethnies. À chaque ethnie, il faudrait qu'il corresponde un État, et puis on additionnerait tout ça et ça formerait l'Europe. Mais quand on regarde les cartes faites par les partisans de l'Europe des ethnies, on voit qu'il y a une grande Allemagne au milieu et tout autour des petites communautés, et la France retrouve la France est rayée de la carte parce que on a des Bretons, on a des Corses, j'aime bien les Corses, on a alors l'Alsace revient à l'Allemagne, etc. On revient à la période de 1940. Alors ça, nous ne voulons pas de cette Europe. Nous ne voulons pas de cette Europe. Et moi qui suis d'origine catalane, je ne veux pas, comme Valls, je ne voudrais pas que le Roussillon tombe dans les mains des irrédentistes catalans. J'aime beaucoup les Catalans, ce sont mes frères, mais je suis français, voilà. Bon, il y a d'autres Europes. Alors l'Europe des nations, l'Europe des États. De Gaulle, c'était l'Europe des États. Et puis il y a l'Europe supranationale. Alors là, c'est pas l'Europe de Bruxelles. Ce sont des projets qui me paraissent tout à fait utopiques, parce que supranational, alors on aura un grand bureau quelque part, la capitale pourrait être sur un bateau, et puis on fait quoi? Non, les gens ont besoin de se retrouver chez eux, dans leur culture, et sans faire correspondre forcément une culture et une langue propre à un État, parce qu'il y a déjà trop d'États en Europe. Et pareil pour l'Europe fédérale, parce qu'il est inimaginable que ceux qui ont fait éclater l'ex-Yougoslavie, la Yougoslavie de l'époque, fassent aujourd'hui quelque chose de semblable. C'est-à-dire que on a fait éclater la Yougoslavie pour parvenir pour la morceler et pour faire de ces entités ex-yougoslaves les modèles de cette Europe voulue par Bruxelles. Alors c'est l'Europe voulue par les banques. La banque, c'est la région, on disait une banque dans sa publicité il y a quelque temps. Et alors on ne voit pas. Et puis il y a un autre problème, c'est un problème historique. L'Allemagne s'est conçue, dont l'unité politique est récente, comme l'Italie, s'est conçue comme une communauté populaire, une Volksgemeinschaft, sur la base ethnique. La France bien avant la Révolution, était une nation rassemblée par un État, ou un peuple rassemblé par un État. Et donc on retrouve aujourd'hui encore ces deux catégories, et certains se servent du fédéralisme pour morceler le continent et essayer donc de maintenir leur domination. C'est les Américains, et ça Kissinger dans son livre Diplomatie l'avait bien vu, les Américains voudraient faire la politique de Richelieu contre nous. N'est-ce pas la politique qui avait été menée dans les Allemagnes, on disait à l'époque les Allemagnes, qui était la politique du morcellement, la politique de l'utilisation de telle région contre telle autre. Eh bien c'est ce qu'on a vu en Yougoslavie, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Europe. Donc ça, nous n'en voulons pas. Pour en revenir à la corruption, je pensais à... Pardon, juste encore pour clore ce petit chapitre, il y a aussi l'aspect psychologique. Donc on ne veut pas l'Europe des individus déracinés. Déjà, Nikolai Berjaïev écrivait là-dessus en critiquant l'Europe de l'époque. On ne veut pas l'Europe des individus atomisés, schizophrènes. Là, je suis sur mon terrain. On ne veut pas l'Europe des individus sans famille, sans patrie, un vide.
parce que la personnalité humaine n'existe pas dans ce vide. Il faut avoir des familles, il faut avoir des... En dehors d'une famille, Absolument. en dehors d'une communauté. Donc sûr, ça, bien sûr. c'est une image de l'Europe qui va jusqu'à de la politique, de la structure politique jusqu'à la psychologie profonde. Oui. Bon, et je pensais, à propos de corruption, à ce que m'avait dit quelqu'un de l'ambassade de Libye, ici à Belgrade, un peu avant la chute de Kadhafi. Quand il y a eu le premier jour des bombardements de l'OTAN, donc après les bombardements de Sarkozy et de Cameron, et l'ambassadeur des États-Unis a frappé à la porte de l'ambassade de Libye, et la première chose qui a été dite à l'ambassadeur, c'est combien. Ils ont acheté une partie des ambassadeurs dans différents coins du monde. Ils n'ont pas pu faire la même chose avec la Syrie. Là, le personnel à l'étranger était plus relevé. Et comme en Libye, dans la Jamaïa libyenne, on mettait les gens dont on voulait se débarrasser dans les ambassades à l'extérieur, ben voilà le résultat. Et le pourquoi est devenu comment, le comment est devenu combien. C'est ça la vision américano-occidentale d'aujourd'hui. Alors on va mettre la chanson dont on a parlé là. Comment s'appelle-t-elle? Alors on va mettre l'hymne qui se trompe pas. de la liberté. Il dit que notre ami qui est à la barre ne se trompe pas. On a manqué de fois, finalement. Oui. C'est notre hymne de liberté. Et après on en parlera. Vous allez reconnaître la couleur blanche, rouge, toutes les couleurs y sont. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Il y a un problème technique. Bon, Bon. encore Sabotage. un sabotage. Pourquoi ça marche pas? Ouais, mais je sais pas, il y a un problème technique. Mais enfin, bon. Bon. On vit avec. D'accord. Alors, il faut parler de ce que un ami de France. Ça va marcher? Ben, si ça commence, ça va commencer. Qui a demandé de justement. Qui a demandé l'origine de la cette- chronologie. C'est l'hymne des partisans. Alors, qui est connu comme l'hymne des partisans blancs, mais qui a été aussi l'hymne des partisans rouges, et qui est maintenant l'hymne de Tveri. Le moment, voilà. L'hymne des partisans rouges orthodoxes, si je puis dire, et ça s'appelle la marche des tirailleurs sibériens, c'est ça? Oui, au Alors, départ, tu peux c'était- expliquer ce que c'était? Alors, mais c'était. La chanson la n'est chanson pas que sortie. que tout le monde connaît, Ouais. parce que je pense que c'est Bon. aussi l'hymne des Attends. immigrés russes en La France. chanson que tout le monde connaît, si on l'entend, parce que si on l'entend pas... Bon, vas-y. Dans le froid et Oui, l'ami. d'accord. C'est un Vas-y, peu vas-y, ça. vas-y. Alors, ça a été. Donc, la mélodie a été composée la musique par le russe qui s'appelait Timofey Aturov au début de la Première Guerre mondiale. Et c'était au départ la marche des partisans blancs, et c'est ce qu'on vient de dire. La première version, la marche des tirailleurs sibériens, a été écrite par un écrivain russe qui s'appelait Vladimir Giliarovski. Bon. Et donc, il était volontaire de la guerre serbo-russe contre les Turcs en 1878. C'est la guerre qui a été menée avec les Serbes et les Russes contre les Turcs à l'époque. Après, bien sûr, cette chanson a été reprise par les partisans rouges, cette fois-ci, de Tito. Et aujourd'hui, c'est notre hymne, l'hymne du mouvement de la libération, Tveri, le mouvement serbe, et je pense... Eurasiste. Bientôt, voilà. Non, mais pas bientôt. Le mouvement de Tveri a opté pour le racisme il y a quelques mois et c'est défini comme un mouvement social révolutionnaire en Serbie et dans les pays serbes. Donc il faut le préciser. Alors, Nous sommes malgré ici les à la problèmes radio de techniques, Tveri. on vous promet qu'on va... Est-ce trouver- on je pourrait sais pas essayer de la repasser, la passer vraiment? Non, ça marche pas. Bon, décidément. La prochaine fois, bon. Ouais. Bien.
Alors, il ne s'agissait pas de la chanson du chant dont on a parlé. Il faut... Je sais pas ce qui s'est passé, si c'est un sabotage ou quoi, mais il faut savoir que cette Radio Snaga Naroda, Radio Force du Peuple, a souvent des problèmes techniques qui ne sont pas dus aux opérateurs, mais qui viennent d'attaques. Par exemple, il y a aussi des coupures de temps à autre qui sont provoquées, et donc il faut une certaine indulgence. Je salue de Paris un Serbe de Paris qui s'appelle Goran Marinkovic. Tu le connais ? Oui. Et bonsoir de Paris et bon début pour votre radio. Salutations. Eh bien, salut, merci. Et je vois pas d'autres questions. On arrive là vers la fin. Dragan Janketic, c'est pas possible. Il a appelé. Bon, je le rappelle pour voir. On va voir s'il est là. En tout cas, à partir de cette émission et à partir de la prochaine, on va essayer de développer les sujets particuliers, des thèmes, et de faire ainsi, de développer sujet par sujet dans notre programme. Là, c'était le début avec quelques émissions de départ générales, mais on va essayer maintenant d'aller plus dans les profondeurs et de spécialiser des sujets. Vous pouvez aussi, n'hésitez pas encore une fois, de nous proposer des thèmes et des sujets, mais comme on dit dans chaque émission, notre sujet principal, c'est la libération des peuples d'Europe et notre grand continent. La participation à la lutte de libération nationale et sociale des peuples et des nations du continent européen, du grand continent européen, du grand continent eurasiatique, de Vladivostok à Dublin et jusqu'à Reykjavik et Montréal, Québec, Montréal, et même au-delà, et puis au nord et au sud. Géopolitique d'abord, vous venez d'écouter l'émission d'Yves Bataille, à savoir moi-même, Paris, Berlin, Belgrade, Moscou. C'est parce que certains disent Paris, Berlin, même, je vois sur mon mur Facebook, Paris, Berlin, bon, Paris, Berlin, Paris, Rome, Moscou, Paris, Belgrade, parce que nous sommes à Belgrade, et que la Serbie nous tient à cœur, Moscou, chaque mardi, à partir de 18h. On essaiera, pour les chansons, que ça fonctionne mieux. Donc maintenant, une petite surprise. Nos amis et nos auditeurs vont entendre un discours que nous avons tenu, c'est toi, devant l'ambassade de France à Belgrade. Et ça sera notre générique. Comment il explique ça ? Bon, et vous voyez, il y a un sabotage quelque part, et le technicien nous dit qu'il peut pas, ça marche pas. Il ne sait pas ce qui se passe, et bon, hein, eh ben bravo, hein, tu annonces mon discours et puis il n'y a rien. Comment il s'appelle ? Il dit que je dise quelque chose. Ah. Là, oui. Vous avez vu, vous avez vécu comme nous le deuxième problème, et ça sort pas. Pourtant, ça devrait sortir, on ne sait pas pourquoi. Sabotage. Bon, la lutte continue. Alors, on est entouré par des flics. Regarde par la fenêtre, il y a plein de flics. Oui, l'autre jour, il y a alors, petite anecdote pour finir. L'autre jour, des amis français sont venus et nous les avons accompagnés je les ai accompagnés jusqu'ici, jusqu'à la radio de Véry, et très rapidement. Et comme ce sont des gens qui ont l'œil, ce sont d'anciens militaires.
d'anciens militaires des forces spéciales, et qui ne sont plus dans l'armée, et ils se sont aperçus qu'ils étaient suivis. Et alors, on s'est amusé un peu à balader les suiveurs, les filocheurs, et il se trouve que, au bout du compte, on en a compté 18. 18 filocheurs pour nous autres, comme on dit au Québec. Voilà. Donc, il faut savoir qu'on a des attaques, on a des sabotages, et bon, on n'était pas obligé de le dire et d'en parler, mais enfin, puisque c'est permanent, le technicien se demande ce qui arrive, et ce qui arrive, c'est que c'est un sabotage. Alors, eh bien, merde aux saboteurs et liquidons les liquidateurs, comme disaient les trotskistes. Bon, camarades, c'est pas grave. Salut à tous nos amis. Et être attaqué par l'ennemi est une bonne chose, disait Mao Tse-tung. Voilà. Et vous voyez, j'ai commencé un peu difficilement, et maintenant, les attaques nous stimulent. La bataille continue. En avant France, en avant Europe, en avant Québec. Libérons-nous. Živel velika Evropa. En avant Serbie. Au-delà de cette manifestation contre la loi Taubira, nous soutenons le peuple qui lutte pour sa vraie liberté contre un parlement pourri de droite et de gauche qui prend ses ordres dans des lobbies et des sectes et qui, au plan intérieur, prend ses ordres dans des lobbies et des sectes et sur le plan international, prend ses ordres à Washington. Nous sommes ici en Serbie, terre de résistance, terre de combat, terre d'avenir. Nous sommes dans le piémont de la future véritable Europe qui s'étendra de Vladivostok à Reykjavik et même Montréal. Nous sommes ici au cœur de la question, car ce gouvernement français qui a pris cette loi unique et dont l'ambassade est ici, ce gouvernement français est celui qui a agressé la Serbie, qui a volé le Kosovo avec les Anglo-Américains et les Allemands, celui qui a permis le démantèlement de la fédération yougoslave et qui a aussi monté la séparation de la Bosnie. Donc, on s'aperçoit que les pouvoirs de droite ou de gauche qui agissent contre les peuples, comme le peuple serbe, et contre les nations à l'extérieur, agissent aussi contre les leurs, agissent contre leurs citoyens en France. Tout cela est lié. Il est temps que les peuples se libèrent, il est temps que les nations retrouvent leur liberté, et cela va sans prendre les ordres à Washington ou à Bruxelles, cela va au peuple, avec le peuple et pour le peuple. Aujourd'hui, le 26 mai à Paris, sera une grande journée. Nous saluons les patriotes qui descendent dans la rue et se battent, et nous disons, ce n'est qu'un début, continuons le combat.